Bonjour et bienvenue à ce nouveau chapitre, le chapitre 6. Donc, on commence une première capsule avec le module 2. Donc, le module 2 va porter beaucoup plus sur ce qu'on appelle les solutions. Donc, les solutions, ce sont ce qu'on a vu précédemment comme étant des mélanges homogènes. Donc, les solutions, c'est un autre terme qui est utilisé pour les mélanges homogènes. Donc, dans le module 2, on va parler d'abord des solutions dans le chapitre 6, puis dans le deuxième chapitre du module 2, puisqu'il y a deux chapitres sur ce module-là, on va parler un petit peu plus des acides et des bases, plus spécifiquement. Alors, on va commencer dans ce premier module-là à parler de, justement, c'est quoi le concept des solutions, la solubilité, comment ça fonctionne. On va voir un petit peu certains calculs en lien avec des concentrations. Donc, puisque les solutions sont faites à partir de plusieurs matières qui se retrouvent ensemble, on va avoir des concentrations, on va utiliser ces concentrations-là pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Puis on va voir des solutions particulières aussi, tout à travers ce module-là, ce chapitre-ci, donc le chapitre 6. Avant de commencer le chapitre 6, par contre, je veux attirer votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui proviennent du chapitre 5, donc de la dernière partie du module 1, dans lequel on a vu, par exemple, les diagrammes de Lewis. Donc, les structures de Lewis, ça doit être quelque chose que vous devez maîtriser complètement avant de commencer ce chapitre-ci. Donc, pour l'instant, si jamais vous avez encore des difficultés avec les diagrammes de Lewis, veuillez pratiquer encore, puis venez me parler dès que possible pour voir c'est quoi vos difficultés. Il va falloir aussi être capable de dessiner les molécules en 3D, parce qu'à partir de maintenant, pour les prochaines évaluations, ça va être évalué, puis on va aussi en avoir besoin dans le module 2 et le module 3, d'être capable de dessiner en 3D. Donc ça va être un autre aspect qui est très 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 important pour le restant du cours. Et par la suite, dans le chapitre 6, quand on va commencer dès le début à parler de solutions, de solubilité, il va y avoir un aspect très très important qui est lié à ce qu'on a vu dans le chapitre 5 par rapport à la polarité des molécules. Donc si vous avez de la difficulté encore à savoir si une molécule est polaire ou non, je vous suggère de retourner écouter cette partie-là du chapitre 5, puis d'écouter aussi la dernière capsule sur les interactions entre les molécules parce que c'est en lien directement avec la solubilité. Donc la polarité et les interactions intermoléculaires sont deux aspects du chapitre 5 qui sont super importants dans le chapitre 6. Donc avant même de commencer le chapitre 6, retournez dans le chapitre 5, écoutez ces capsules-là ou refaire quelques exercices si nécessaire. Sinon, vous allez avoir de la difficulté dans le chapitre 6 sur les premiers aspects déjà dès le début, les premiers concepts. Alors, ceci étant dit, je vais commencer à vous parler des types de solutions qu'on va avoir, puis qu'est-ce qu'on retrouve dans les solutions. Donc, je vous rappelle que dans le chapitre 1, la première partie, on a déjà commencé à parler de solutions, on a parlé de mélange homogène. C'est constitué de quoi? C'est constitué de deux composantes. Donc, pour avoir une solution, on doit avoir un solvant et un ou des solutés. Donc, je rappelle, le solvant, c'est la composante qui est présente en plus grande quantité. C'est vraiment ce qui constitue la phase de la solution. Ça veut dire que si votre solvant est liquide, votre solution va être liquide au total. Les solutés, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur du solvant, donc qui vont se retrouver cachés à l'intérieur de la solution. On peut avoir un soluté ou plusieurs solutés dans la même solution, dans le même solvant. Donc ça, c'est des aspects qu'on a vus dans le chapitre 1, la partie 1 du cours. Donc ça va être très très important de retourner dans cette partie-là, dans ce chapitre-là, pour justement revenir sur les concepts de base. Et aussi, une de vos bêtes noires là, dans le cours, c'est les calculs de concentration. On va continuer à en faire dans le module 2, donc chapitre 6 et le chapitre 7. Ça va être donc très 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 important que si c'est encore une difficulté pour vous, les concentrations, que ça soit réglé le plus vite possible. Parce qu'on va en faire encore plus. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser ces concentrations-là pour faire d'autres calculs par la suite. Donc, si vous avez des problèmes dès le début à calculer une concentration comme il faut, mais il n'y a rien qui va tenir par la suite. Fait que je veux que vous soyez à l'aise avec les concentrations. Donc,
régler les problèmes le plus rapidement possible sur cet aspect. Alors, lorsqu'on on veut former une solution, il y a donc ces deux aspects-là qui sont importants, soit soluté et solvant. Lorsqu'on va regarder si on est capable de faire une solution avec un soluté et un solvant donné, il va falloir regarder si le solvant et le soluté se ressemblent. Pourquoi? Parce que les molécules qui sont trop différentes l'une de l'autre ne veulent pas se mettre ensemble. Okay? Ceux qui veulent être ensemble, c'est les molécules qui se ressemblent. Donc, comment ils vont se ressembler? C'est par rapport à leur polarité. Si des molécules sont polaires, ils vont vouloir se mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes types d'interactions intermoléculaires. Donc ça, c'est un aspect qu'on a vu dans le chapitre 5 et que je vous ai spécifié tantôt, qui est très, très important pour la formation de solutions. Donc, il va falloir que vous soyez capable de définir si une molécule est polaire ou non, afin de savoir si on peut faire un mélange de cette molécule-là dans une solution donnée. Donc, si je prends un soluté qui est polaire, donc si vous regardez la molécule et vous voyez, c'est un soluté polaire, bien, un soluté polaire dans un solvant polaire, donc un solvant polaire, ça peut être par exemple de l'eau. L'eau, c'est une molécule très très polaire. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que si je mets le soluté polaire dans un solvant polaire, ça va me donner une solution. Donc ça va fonctionner. Si je prends un soluté qui est non polaire, puis que je le mets dans un solvant non polaire, étant donné que les deux se ressemblent, font le même type d'interaction, à ce moment-là, ça va me former une solution. Donc ça va encore fonctionner, ça va me donner un mélange homogène, donc une solution. Par contre, si j'utilise un soluté polaire dans un solvant non polaire, ça ne fonctionne pas, parce que c'est deux types de molécules totalement différentes, ils ne veulent pas s'associer l'un à l'autre, donc je vais avoir généralement un mélange qui est hétérogène. Donc c'est pas une solution ça. Une solution, c'est un mélange homogène. Donc ici, ça ne fonctionne pas lorsque je prends une molécule polaire avec une autre molécule qui est non polaire, donc que le soluté soit polaire, solvant soit non polaire, ça ne fonctionne pas, ou le contraire, le soluté non polaire dans un solvant polaire, ça aussi ça ne fonctionne pas. Donc ce tableau-là, ça résume quand même très très bien qu'est-ce qui se passe. Mais derrière tout ça, l'explication, c'est que les molécules veulent faire les mêmes interactions entre elles le plus possible. Puis si vous les mettez dans un solvant qui est trop différent d'eux, bien, ils ne voudront pas se mélanger. Comme les gens qui se retrouvent en groupe, bien, ils vont essayer de se mettre avec des gens qui leur ressemblent pour avoir des bonnes interactions. S'ils se retrouvent dans un groupe de personnes complètement différentes d'eux, ben, ils ne vont pas s'associer à ces personnes-là, puis ils vont se retrouver en retrait, donc ils ne formeront pas un groupe uniforme. C'est un petit peu la même chose avec les molécules. Donc, quelques types de solutions que vous pouvez avoir, tout dépendamment de quel type de phase que vous avez pour le soluté et le solvant. Donc, comme j'ai dit, le solvant va guider c'est quoi le type de phase que vous allez avoir comme solution. Donc, si votre solvant est gazeux, ben, la solution va être gazeuse. Donc, si je prends par exemple un soluté qui est gazeux, puis je le mets dans un solvant gazeux, ça va me donner un mélange gazeux. Donc, par exemple, de l'air qui est autour de nous, c'est une solution, c'est un mélange homogène, parce qu'on retrouve à l'intérieur de l'air l'oxygène, l'azote, le CO2, de l'argon. Donc, tout ça dans l'azote qui est l'élément principal, qui est là à présent à 78% dans l'atmosphère. Donc, c'est notre solvant. Un autre type de solution qu'on va avoir, c'est avoir un soluté qui est gazeux, mais présent dans un solvant, cette fois-ci liquide. Qu'est-ce qu'il peut avoir? À ce moment-là, ça va me donner une solution liquide, parce que le solvant, c'est lui qui me guide. Donc, quelques exemples de ça, ben, si vous essayez de mettre du CO2 dans un liquide, dans de l'eau, par exemple, comme dans les boissons gazeuses, ou encore l'oxygène qui se retrouve dans le sang, comme substitut dans le sang, plutôt un substitut de sang qu'on peut utiliser. Donc, il va y avoir de l'oxygène qui va être solubilisé dans un liquide donné. Donc, à ce moment-là, pour les perfusions, on va avoir ça. Donc, ça, c'est quelques exemples. Évidemment, c'est beaucoup plus proche d'avoir généralement des solutions gazeuses comme le champagne ou autres, mais c'est du CO2 qui est solubilisé dans un liquide. Vous pouvez avoir des solutés liquides dans liquide. Donc,
un solide liquide avec un solvant liquide, ça nous donne évidemment une solution liquide. Quelques exemples de ça, la vodka, donc tout ce qui contient de l'alcool. L'alcool, c'est un liquide, puis on va le mélanger dans l'eau. Ou encore le vinaigre. Le vinaigre, c'est de l'acide acétique, encore une fois un liquide, qu'on va mélanger dans l'eau, qui est un autre liquide. Donc ça vous fait des solutions lorsqu'on utilise ce type de composé-là. Un autre type de composé qu'on va retrouver souvent, c'est des solides. Puis souvent, on va les utiliser dans le cadre du cours, on va les mélanger dans des liquides pour nous donner une solution au total liquide. Que ça peut être des solutions salines, des solutions sucrées. Donc le sel dans l'eau ou le sucre dans l'eau, c'est des solides qu'on va mélanger dans des liquides. Finalement, vous avez deux derniers types ici, qui sont un petit peu plus rares, qu'on va retrouver moins souvent. Surtout pour les gaz dans les solides, c'est possible d'avoir ça comme type de solution, mais on n'en verra pas vraiment beaucoup dans le cours. Puis le dernier, c'est solide dans un solide. Évidemment, ça vous donne une solution solide. Ça, c'est plus, par exemple, des alliages. Donc, former des mélanges de solides ensemble. Généralement, on doit les chauffer à des degrés très, très élevés. Puis, comme ça, on forme, par exemple, de l'acier. L'acier, c'est un alliage. Ou encore de l'or 14 carats, c'est un mélange d'argent dans de l'or. Donc, on mélange différents solides ensemble pour former un nouveau solide à la fin. Donc ça, c'est quelques exemples de solutions, juste pour vous donner une idée, pour vous retrouver, comment on peut avoir différents types de phases de soluté qui se retrouvent dans différents types de solvants pour nous donner des solutions de différents types de solutions selon leur état, que ce soit gazeux, liquide ou solide. Nous, évidemment, on va travailler très, très, très souvent avec des solutions aqueuses. Donc, des solutions où le solvant, c'est de l'eau. Et la première partie du chapitre va porter beaucoup plus sur les composés qui sont des solides. Donc, lorsqu'on met un solide dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Un de ces types de solides-là qu'on va avoir souvent, c'est des composés ioniques. Donc, les composés ioniques, tels que le NaCl. Donc, NaCl, qu'est-ce que c'est? NaCl, c'est Na+. Donc, un ion chargé positivement, avec Cl-, un ion chargé négativement. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve ici dans notre mélange, là, ici, dans notre composé. Donc vous avez des ions Cl- à côté des ions Na+. Donc si je mets un bloc de NaCl dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, l'eau va venir interagir avec les ions. Donc, va aller venir les chercher pour les comme désagréger l'espèce de morceau de sel que vous avez. Okay? Donc, il va venir chercher soit les plus, soit les moins. Comment ils font ça? C'est que la molécule d'eau, je vous rappelle, c'est une molécule qui est polaire. On l'a vu plus en détail dans le chapitre 5. L'atome d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, autour de l'oxygène, il y a un excès d'électrons. Donc, il y a une charge partielle négative autour de l'oxygène. Fait que négatif, une charge négative, ça attire des charges positives. Donc, c'est pour ça que lorsque la molécule d'eau va venir accueillir les Na+, ils vont toujours essayer de faire face ici à la charge plus, à l'ion positif du composé ionique, avec leur oxygène. Donc, c'est l'oxygène qui va être face au plus. Ça, c'est de cette façon-là que l'eau va, ce qu'on appelle hydrater, donc entourer l'ion au centre. Tandis que pour les ions négatifs, donc les anions, à ce moment-là, c'est l'inverse qui va se passer, soit c'est la portion des hydrogènes qui est moins électronégatif que l'oxygène. Donc, eux se font tirer leurs électrons, donc ils ont un petit manque d'électrons. Donc, une charge partielle positive, puis la charge partielle positive, elle attire la charge négative. Donc, c'est pour ça que eux, c'est la portion des H, des molécules d'eau, qui vont faire face à notre ion moins. Donc, ça va comme le calmer. Donc, comme on calme la charge positive en l'entourant des oxygènes des molécules d'eau, on va faire la même chose avec la charge négative en l'entourant des H des molécules d'eau. Donc, c'est comme ça qu'on va dissoudre les sels dans l'eau.
OK? Donc, on va isoler les charges plus et les charges moins à l'aide des molécules d'eau. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des forces ion-dipôle qu'on retrouve dans la dissolution de composés ioniques dans l'eau. C'est l'attraction entre les ions, que ce soit un cation chargé positivement ou un anion chargé négativement, et ce qu'on appelle les dipôles permanents de la molécule d'eau. Donc les dipôles, c'est les charges partielles négatives ou partielles positives qui sont sur la molécule d'eau. Donc la charge partielle négative, elle est sur l'oxygène dans la molécule d'eau, tandis que la charge partielle positive, elle est sur les hydrogènes de la molécule d'eau. Donc ça fait quoi? Ça fait que on va pouvoir désagréger le réseau cristallin puis entraîner les ions dans la solution. Ça, c'est ce qu'on appelle la dissociation des composés ioniques. Donc, on dissocie le composé, on brise les liaisons, les interactions, les liaisons ioniques qui existent entre les plus et les moins, entre le Na+ et le Cl-. Puis, d'un autre côté, ce qui va arriver, c'est que les ions vont commencer à être entourés par un certain nombre de molécules d'eau. Fait que ça, on va commencer à hydrater les ions. Donc, cet aspect-là de la solubilité de composés ioniques, on va la retrouver donc sous la forme d'équilibre généralement dans la solution. Ça, c'est vrai pour les composés ioniques, mais cet équilibre-là peut être aussi bon pour des composés qui ne sont pas ioniques, qui sont des molécules, telles que le sucre. Le sucre, c'est une molécule qui n'est pas un composé ionique, qui est juste fait de liaisons covalentes, mais il va aussi se produire un équilibre lorsqu'on va le mettre en solution. C'est quoi cet équilibre-là? Mais l'équilibre qui arrive, c'est que si je mets assez de solide, puis que là, je commence à brasser un peu pour solubiliser, OK? Donc au départ, j'ai juste un amas de mon solide dans le solvant que je veux utiliser. Donc par exemple de l'eau. Donc je commence à brasser. Il commence à avoir un peu de sucre, peu importe c'est quoi le solide, un petit peu de solide, qui va commencer à aller en solution. Donc, il va se faire entourer des molécules d'eau. Donc ça va commencer à se produire. Sauf que, qu'est-ce qui va arriver, c'est que plus je vais avoir de molécules en solution, plus je vais commencer à avoir de molécules qui ne voudront pas rester trop longtemps entourées de molécules d'eau, qui vont vouloir revenir sous la forme solide. Fait qu'à un certain moment donné, je vais commencer à avoir autant de molécules qui veulent aller en solution que de molécules qui veulent revenir à la forme de solide. Donc ça, lorsque j'atteins cet équilibre-là, où j'ai autant de molécules qui vont sous la forme de solution que de molécules qui reviennent de la solution pour revenir sous la forme solide, ça c'est lorsque j'ai atteint mon seuil maximum de solubilité. Et ça, c'est ce qu'on appelle une solution saturée. Donc pour former une solution saturée, il faut être complet en molécules qui peuvent être solubilisées dans la solution. Il ne peut pas en avoir plus. À chaque fois qu'on essaie d'en mettre une de plus en solution, il va falloir la tasser, prendre la place d'une autre qui doit revenir sous la forme de solide. Donc c'est comme un cercle à ce moment-là. C'est un équilibre qu'on appelle dynamique. Okay? Ça bouge tout le temps au même rythme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu précédemment, c'est des équilibres dynamiques. J'en ai parlé lorsqu'on a vu les vapeurs au-dessus d'un liquide. La pression de vapeur, c'est un équilibre dynamique, mais la solubilité, c'est aussi un équilibre dynamique. Donc lorsqu'on a une solution, il y a deux aspects qui sont très très importants. Il y a l'aspect, le fait qu'on veut avoir des substances qu'on appelle miscibles. L'appellation de miscible ou la miscibilité, c'est lorsque les substances peuvent se mélanger l'une avec l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des substances qui peuvent former une solution. Ce terme-là est utilisé beaucoup pour des solutions liquides, mais peut être aussi utilisé pour des solutions, par exemple, d'un solide dans un liquide, comme le NaCl dans l'eau. Ça se mélange bien. C'est une molécule ionique, très polaire. Hein? Ionique, c'est plus que polaire. Dans un solvant polaire. Donc ça,
Ce sont deux types de molécules qui peuvent se mélanger facilement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des substances qui sont miscibles l'une avec l'autre. Donc une substance qui peut se dissoudre, dissoudre l'une dans l'autre. Ça, c'est des substances miscibles. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit regarder. Quand on veut faire une solution, on doit regarder, est-ce que je peux mélanger ces deux molécules-là ensemble? Est-ce que ça me forme une solution? Est-ce qu'ils sont miscibles? Ensuite, une fois qu'ils sont miscibles, ben là, il y a des conditions pour atteindre justement cette solubilité-là, le maximum que je peux avoir, qui est d'atteindre l'équilibre dynamique entre le soluté et la solution. Ça veut dire le soluté lorsqu'il est solide et la solution, donc lorsque le soluté passe sous la forme dans la solution. Donc, il y a deux aspects par rapport à ça. Okay? Avant que cet équilibre-là soit atteint, okay? Si jamais vous avez mis moins de soluté que vous pourriez en mettre pour atteindre la soluté maximale, okay? Ça veut dire que dans votre solvant, il y a de la place. S'il y a de la place pour un soluté, puis que vous en mettez à l'intérieur, mais qu'il reste de la place, ben à ce moment-là, vu que l'équilibre dynamique n'est pas encore atteint, la solution va être ce qu'on appelle insaturée. Donc, insaturée, c'est qu'il y a encore de l'espace pour rajouter plus de votre soluté. Ça veut dire qu'il faut rajouter plus de votre solide, puis ça peut se dissoudre encore. Donc, il y a encore de la place. Maintenant, quand vous arrivez à... il n'y a plus de place, tout est pris comme place dans la solution, que même si vous essayez d'ajouter plus de solide, il n'y a rien qui se dissout de plus, à ce moment-là, vous avez atteint une solution qui est saturée. Saturée, ça veut dire qu'on ne peut pas en dissoudre plus de soluté à l'intérieur parce que la solution, elle est justement saturée en soluté. Elle est pleine, elle est remplie. On ne peut plus continuer à en mettre plus dans la solution. Tout ce qui est supplémentaire, qui ne peut pas être dans la solution, va être au fond, sous la forme de solide, qu'on appelle un précipité. Donc, si vous avez un précipité, c'est que votre solution, elle est saturée. Okay? Si vous brassez depuis tantôt, puis qu'il n'y a rien de plus qui veut se solubiliser, c'est que votre solution, elle est saturée. Ça veut dire que vous avez atteint ce qu'on appelle la solubilité du soluté dans la solution, et donc, vous avez atteint l'équilibre dynamique que je vous ai présenté tantôt avec les béchers, là, dans l'image précédente. Donc, vous avez atteint le moment où la vitesse de dissolution est égale à la vitesse de ce qu'on appelle la cristallisation. Ça veut dire dissolution, c'est de passer de solide à la solution, tandis que cristallisation, c'est de passer de la solution à solide, donc revenir sous la forme solide. Donc, lorsque ces deux vitesses-là, c'est égal, ça veut dire que vous avez autant de molécules qui passent sous la forme de solution que de molécules qui reviennent sous la forme de solide. Ben, c'est comme s'il n'y avait plus de solide qui va être vraiment solubilisé au total, parce que vous avez le même nombre de molécules qui va d'un bord que de l'autre. Donc, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a pas plus de composé qui va passer sous la forme de solution. Donc, vous avez atteint le maximum. Donc, le maximum, c'est la solubilité du soluté à l'intérieur. Je vous montre un petit peu des solubilités de composés solides. Ici, donc en graphique. Donc, vous avez la solubilité, donc en grammes de soluté par 100 grammes d'eau. Okay, donc, ça, c'est la solubilité en pourcentage masse-masse d'une certaine manière parce que c'est pour 100 grammes d'eau. Évidemment, ce n'est pas en pourcentage ici, là, c'est juste en grammes sur 100 grammes. Ça, le graphique, l'autre axe, c'est la température. Donc, si on regarde quelques composés, donc quelques composés solides qu'on peut dissoudre dans l'eau, ce qu'on voit, c'est que la majorité des composés, plus la température augmente, plus leur valeur de solubilité, elle, augmente. Donc ça, c'est un aspect super important pour vous, c'est que si jamais vous voulez rendre un solide plus soluble dans votre solution, donc vous voulez ajouter plus de sel ou plus de sucre dans une solution,
dans un solvant, donc par exemple de l'eau, vous avez juste à augmenter la température. À ce moment-là, la majorité des solutés, des solides, vont avoir une solubilité beaucoup plus élevée lorsque la température est plus élevée. Donc ici, ce qui est à retenir de ce graphique-là, c'est que pour 95% des composés ioniques, donc des solides, la solubilité dans l'eau augmente drastiquement avec la température. Ça, c'est vrai aussi avec les composés qui ne sont pas nécessairement ioniques, qui sont des solides. Donc, par exemple, le sucre. Donc, ça fonctionne aussi avec ça. Donc, vous voyez, par exemple, le NaCl, l'augmentation n'est pas aussi drastique, mais elle augmente légèrement. Vous avez d'autres composés que vous allez voir peut-être moins souvent là, dans vos cours dans vos cours de culinaire là, ou dans l'alimentaire, mais la majorité, la grande majorité des composés qui sont présentés ici, leur solubilité augmente lorsque la température augmente. Okay? Donc c'est pour ça que je vous dis 95%. Il y a des petites exceptions. Donc pour un petit nombre de composés, donc par exemple il y a certains sulfates, la solubilité diminue avec la température, mais c'est vraiment un nombre très limité. Donc, c'est vraiment des exceptions. Donc, nous, on va faire abstraction de ces exceptions-là. On va se dire que pour la majeure partie du temps, la solubilité augmente avec la température. Il y a quelques-uns que la solubilité varie très peu avec la température, mais au moins, ils ne vont pas contre la température. Ça veut dire que même si vous augmentez la température, ben, au pire, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Mais dans la majorité des cas, les composés vont être plus solubles. Donc ça, c'est vraiment un aspect important pour vous. Okay? Maintenant, il y a un dernier type de solution. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est, j'ai présenté des solutions qui peuvent être insaturées, ça veut dire qu'il y a encore de l'espace, il y a encore de la place pour mettre plus de soluté dans la solution. Des solutions saturées, ça veut dire que je suis au maximum. Je ne peux pas en mettre plus. J'ai atteint ce qu'on appelle l'équilibre, okay, avec mon soluté qui peut être en solution ou pas en solution. Le dernier type de solution, c'est des solutions qu'on appelle sursaturées. Les solutions sursaturées sont des solutions très particulières. Ce sont des solutions où on triche. Qu'est-ce qu'on veut dire par on triche? C'est qu'on dépasse la solubilité normale qu'on devrait avoir pour notre soluté dans la solution donnée. Ça veut dire qu'on va mettre plus de composés en solution que qu'est-ce qu'on aurait droit normalement de faire. Pour pouvoir faire ce type de solution-là, que vous allez retrouver très souvent dans vos choses, dans tout ce qui est préparation alimentaire, vous allez avoir plusieurs solutions sursaturées. Pour pouvoir les préparer, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut augmenter la température pour pouvoir justement solubiliser plus de soluté. Hein, c'est ce que je viens de vous montrer. La température, elle influence la solubilité des solides. Plus vous augmentez la température, plus vous faites solubiliser de votre solide. Et ça va nous permettre de dépasser la solubilité normale qu'on devrait avoir à une température plus basse. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que lentement, on va refroidir, très lentement, okay? Sans causer de perturbation. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsqu'on va refroidir, tranquillement, il n'y aura pas de précipité qui va se former. Ça veut dire que on va garder la solubilité à haute température comme telle qu'elle, mais on va être à une plus basse température. Ça veut dire qu'on va avoir une plus grande quantité de soluté dans la solution, mais même si on est à une température plus proche de la normale, ça veut dire plus proche de la température qui est dans la pièce, 20 à 25 degrés. Ces solutions-là sont des solutions qu'on appelle sursaturées, parce qu'on justement on va à des températures très hautes, on est capable d'atteindre des solubilités très élevées, puis quand on redescend à une température plus normale, la solution reste à cette solubilité-là très élevée, même si on est revenu à une température plus basse ou on devrait avoir une solubilité beaucoup plus faible. Quelques exemples de tout ça, les gelées, les sirops, les confitures, le miel. Hein, il y a un aspect, hein, si vous avez déjà vu du miel, c'est très chargé en sucre. Okay? Qu'est-ce qui arrive aux solutions sursaturées? C'est que ils sont très fragiles. Okay? Ça veut dire qu'ils peuvent facilement commencer à
recristalliser ou précipiter si on ne fait pas très très attention. Okay? Les changements de température excessifs, les chocs excessifs vont souvent causer des perturbations, puis vont amener des cristallisations, des précipitations à se faire de façon très très rapide. Donc si jamais on ajoute par exemple un petit cristal de soluté à l'intérieur ou que le refroidissement est trop drastique, à ce moment-là, ça permet d'amorcer la cristallisation de tout l'excès de soluté qu'on avait en solution d'un seul coup. Okay? Donc, avec le temps, si c'est entreposé, par exemple au réfrigérateur ou à une température trop fraîche, on peut voir apparaître des cristaux de sucre dans des contenants, par exemple de confiture, ou de sirop d'érable, ou de miel. Hein, une chose que vous avez peut-être vue, là, puis je vais vous montrer quelques exemples, mais ici, c'est un exemple avec une solution sursaturée d'acétate de sodium. Donc, c'est le sel qui est formé à partir de l'acide acétique qu'on retrouve dans le vinaigre. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ici, j'ai une solution sursaturée. Ça paraît pas au début, OK? Mais si je fais pas attention, puis que je brasse ou que je fais des changements de température trop grands, ou encore ici, on va déposer un cristal d'un petit morceau là, de notre soluté. Dès qu'on va le déposer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout l'excès de soluté qu'on a lorsqu'on a dépassé la solubilité à haute température, bien, tout cet excès-là va tout d'un coup vouloir revenir sous la forme solide, d'un seul coup. Donc, va cristalliser. Vous voyez les beaux cristaux qui se forment. Puis là, on a tous les cristaux qui ont tout d'un coup précipité, ou en tout cas cristallisé dans le cas où c'est des cristaux. Et ça, vous avez cet aspect-là dans, par exemple, le miel. Hein, si vous achetez du miel, généralement, au départ, va être sous la forme de solution. Donc, c'est du sucre dans de l'eau. C'est de la forme liquide, en tout cas visqueux, mais c'est pas solide. Si jamais vous ne faites pas très très attention, trop de choc, trop de changement de température, qu'est-ce qui arrive? C'est que le miel, avec le temps, il va justement précipiter. Tout le sucre va commencer à précipiter. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que votre miel va pogner en pain. Puis là, ça, c'est parce que votre miel, au départ, c'était une solution sursaturée de sucre dans l'eau. Donc, les solutions sursaturées, vous les retrouvez beaucoup dans plusieurs produits alimentaires. Donc, c'est important de comprendre comment on les fait, c'est quoi les aspects de ces types de solutions-là. Comme première question que je vous demande, de réfléchir à ça ici, là. C'est pas quelque chose de très, très... Je pense pas que c'est très, très difficile à résoudre par vous-même, là. Mais je vous demande, est-ce que c'est impossible de préparer une confiture à 25 degrés, donc à température de la pièce normale? OK? Pourquoi c'est impossible? OK, pensez-y un peu. Puis après ça, on va regarder ça ensemble. Essayez d'avoir une idée en tête, là, pourquoi c'est impossible. Faites mettre la vidéo à pause pour y penser 2-3 minutes. Puis après ça, revenir, puis je vais vous expliquer un petit peu c'est pourquoi c'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi qui vous limite? Alors, on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qui cause problème pour pouvoir préparer une solution comme une confiture à une température aussi basse que 25 degrés. Pourquoi c'est impossible? Parce que, comme j'ai expliqué tantôt, une confiture, c'est une solution sursaturée en sucre. Pourquoi? Parce que ça demande de mettre dans une bonne confiture beaucoup de sucre. Si vous ne mettez pas assez de sucre, ça vous donne quelque chose qui va avoir, généralement, si, par exemple, vous essayez de faire une confiture de framboise, ça va être très très sûr. Fait que pour balancer ce goût-là très très sûr, qui provient généralement de votre fruit, vous voulez ajouter beaucoup de sucre, OK? Pour que ça soit plus agréable comme confiture. Donc, pour avoir beaucoup de sucre, il faut justement faire quelque chose de spécial. Donc, si je vais ici à mon explication, donc qu'est-ce que je vous dis? C'est qu'à la température de la pièce, environ 25 degrés Celsius, la solubilité du sucre dans l'eau, elle est beaucoup moindre et on ne peut donc pas dissoudre assez de sucre pour former une bonne confiture. On doit mettre une grande quantité de sucre. Fait que si vous êtes à 25 degrés, vous mettez la quantité de sucre
normale pour faire une confiture, puis vous faites juste mélanger, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir encore du sucre dans le fond qui ne voudra jamais dissoudre. Même si vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Il n'y aura pas assez de solubilité du sucre dans l'eau à cette température-là. Donc, les confitures sont des solutions sursaturées. Donc, ça veut dire qu'on doit dépasser la solubilité normale en sucre et demande donc d'être préparé de façon particulière. Pour y arriver, on doit chauffer la solution. En chauffant, beaucoup plus de sucre peut être solubilisé dans le solvant, donc l'eau. Donc, c'est cet aspect-là qui est très, très important. Par la suite, une fois que vous avez chauffé, donc je n'ai pas écrit le reste, là, mais généralement, on refroidit tranquillement, on laisse la solution refroidir tranquillement. Si vous faites ça trop rapidement, si vous dites, ben je vais aller la refroidir directement dans le frigo, le congélateur, généralement, ça va être un choc thermique, donc un choc trop grand de température. Puis ça pourrait faire cristalliser ou précipiter tout votre sucre. Puis là, il ne sera plus présent dans votre confiture. Vous allez avoir un précipité au fond, ou des cristaux de sucre au fond de votre confiture. Qui fait que vous allez devoir refroidir lentement. Mais il faut d'abord chauffer pour pouvoir avoir une bonne solubilité. Donc en résumé, la température augmente la solubilité du sucre dans l'eau. Donc comme la majorité des composés solides, la température est un aspect très, très important. Plus votre température est élevée, plus votre solubilité va être élevée. Ça veut dire que vous pouvez en mettre davantage dans votre solvant donné. Donc ça, c'était le premier aspect, la première portion du chapitre 6. Donc les premiers concepts de solubilité. Donc ça va être très, très important de revenir sur tous les aspects de polarité pour savoir comment on peut mélanger quoi dans quoi, qu'est-ce qui peut former vraiment une solution. Donc c'est pour ça que je vous recommande tout de suite de retourner dans votre chapitre 5 si ce n'est pas déjà fait, si vous ne l'avez pas bien couvert, puisque ce n'était pas nécessairement posé là, précédemment dans le premier examen. Je vous demande de retourner puis de vous assurer que les concepts sont là, que vous avez bien compris ces concepts-là du chapitre 5 avant de continuer pour le chapitre 6. Sinon, continuez à me poser des questions si vous en avez. Puis, je vais avoir une prochaine capsule pour vous. Donc, d'ici là, à la prochaine!